Bonjour à tous, nous sommes en direct. Bienvenue à ce premier LinkedIn Live de l'Association française des conférenciers professionnels. Nous sommes ravis d'être là. Je suis accompagnée par 3 conférenciers tête d'affiche, pas n'importe qui. Je suis avec Jean-Philippe Ackermann, présidente de l'AFCP, conférencier professionnel, auteur et expert en optimisme et leadership. Également, nous avons Philippe Boulanger, PhD, conférencier professionnel, ancien président de l'AFCP, auteur et expert en innovation et intelligence artificielle. Et nous avons Hervé Franceschi, conférencier professionnel, ancienne présidente de l'AFCP, auteur et expert en leadership naturel et joie pour booster les performances. Messieurs, bienvenue. Bonjour. Nous Bienvenue. sommes ensemble pendant les prochaines 30 minutes ici au Théâtre Beau pour discuter des sujets qui sont, qu'on entend peut-être souvent, mais peut-être pas toujours comme ça. L'optimisme, l'innovation et la rentabilité en entreprise. Mais d'abord, Jean-Philippe, pourquoi ce format? Pourquoi un LinkedIn Live? Pourquoi ce format? Parce que nous sommes des conférenciers, comme tu l'as dit, professionnels, et que nous avons l'habitude d'aller dans les entreprises pour motiver les personnes, pour apporter du contenu, apporter de la valeur. Et ce qu'on a voulu au niveau de la FCP, c'est permettre aux chefs d'entreprise, permettre à tout public de profiter des compétences des conférenciers en un temps limite, 3 conférenciers en une demi-heure, pour qu'ils puissent effectivement évoluer dans leur vie, dans leur entreprise. Superbe. Et pourquoi ce thème? Pourquoi l'optimisme, Ah, l'innovation pourquoi- et la rentabilité? Pourquoi l'optimisme, l'innovation Parce qu'on a voulu en fait partir d'un constat, c'est que souvent dans une entreprise, le mindset est très important quand on veut réussir quelque chose. On est dans une situation économique, dans une situation mondiale compliquée et difficile, et on sait très bien que beaucoup de collaborateurs ont peur pour leur avenir, beaucoup de chefs d'entreprise ont peur pour la pérennité de leur entreprise. Et l'optimisme, l'innovation et la compétence et la rentabilité sont des thèmes forts. Et en plus, ils se lient tous entre eux. C'est pour ça qu'on a choisi ces 3 thématiques pour démarrer. Ok, parfait. Mais voilà, j'aimerais savoir un petit peu plus. Et je pense que Philippe, tu viens d'écrire un livre récemment et qui va parler de la révélation d'une intelligence innovationnelle. Oui. Est-ce que tu peux en dire plus et Alors, complémenter? ce livre va paraître chez Duno début mars l'année prochaine. Donc, en fait, je viens de vérifier les dernières corrections sur le manuscrit avec l'éditeur. Et donc, alors pourquoi seulement début mars? C'est parce qu'en fait, il aurait pu paraître en janvier, mais en janvier, je suis encore aux États-Unis. Comme tu sais, je partage ma vie entre les États-Unis et l'Europe. Et donc, du coup, il a fallu qu'on choisisse le bon moment, au moment où je serai en France, pour le lancement du livre. L'intelligence innovationnelle, eh bien, on sait qu'une entreprise qui n'innove pas, elle devient obsolète. Et en fait, une entreprise qui n'innove pas, eh bien, en fait, elle est déjà morte. Elle ne le sait juste pas encore. Donc, pour moi, le fait qu'une entreprise innove, ou qu'une organisation au sens général innove, c'est important non seulement pour la pérennité, la durabilité de l'entreprise, mais aussi pour sa croissance et évidemment sa rentabilité. Une entreprise qui n'est pas rentable, elle disparaît au bout d'un certain temps. Et l'innovation, c'est clairement un des moteurs de la survie. Donc on est obligé aujourd'hui de considérer pourquoi les entreprises n'innovent pas ou n'innovent pas assez. On a eu un rapport européen qui a été fait par Mario Draghi il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois, qui a démontré qu'on avait un énorme problème d'innovation et d'investissement dans la recherche en Europe. Macron a d'ailleurs rebondi sur ce sujet-là, et c'est un vrai problème. Mais la question, c'est pourquoi? Parce que des budgets, on en a. Simplement, dans les entreprises, on a ce problème de prise de risque calculée ou pas calculée. En fait, on a un problème de mentalité. Et l'intelligence innovationnelle vise à venir débloquer les chakras qui vont faire qu'on va réussir à innover encore une fois en entreprise de manière continue. L'innovation de crise, ça ne marche pas, c'est trop tard. D'accord ? L'innovation continue, c'est ce dont on a besoin pour justement rester en permanence dans la course, dans un monde où on est dans un changement de vitesse exponentielle.
Ok, donc l'innovation, c'est absolument fondamental pour la survie des sociétés. Mais quel est ce lien entre l'optimisme et la joie, plus précisément, et l'innovation? J'ai entendu parler par un David Cooper Ryder, qui est un sociologue en organisation, que en fait, qu'on connecte à les expériences positives, au lieu de se focaliser sur les échecs, focaliser sur les choses positives et l'optimisme, ça peut ouvrir les idées et l'innovation. Par définition, innover en permanence, innover de manière continue, c'est une démarche optimiste. Donc il y a un lien qui est très fort entre l'innovation et l'optimisme. Et j'ai parlé de mindset, j'ai parlé du côté humain qui fait que l'innovation peut arriver. Alors, si on parle d'optimisme, bien évidemment, si on est dans un environnement optimiste qui permet de faire des expérimentations, d'apprendre en permanence et d'évoluer en permanence, ça va fonctionner. Si on est dans un mindset qui n'est pas toxique, où les gens se font plaisir entre eux, ils ont ce qu'on appelle de la sécurité psychologique, qui vont faire que ça va bien fonctionner entre eux, qui vont construire autour de leurs propres idées et qui ne vont pas aller au contraire à être dans le côté négatif, eh bien on va se retrouver dans une forme de joie. Donc là, je pense qu'en termes de leadership, Hervé va nous en parler beaucoup mieux. Mais le centre de tout ça, c'est effectivement un mindset humain de personnes qui sont des dirigeants, de personnes qui sont des managers et aussi des équipes, parce que ce sont des équipes qui vont créer finalement la culture, qui vont créer l'environnement, qui vont utiliser les bonnes méthodes. Si on ne met pas en place le côté humain pour l'innovation, vous pouvez prendre n'importe quelle culture, ça ne marchera pas. En fait, quand on parle de stratégie d'innovation, par exemple, le pape du management, Peter Drucker, disait « La culture mange la stratégie au petit déjeuner ». Donc, il faut qu'on crée cette culture au sein de l'entreprise qui va être une culture d'optimisme, de joie, de leadership. C'est important parce qu'en fait, souvent, on ne sait pas ce qu'est l'optimisme par rapport au positif ou le pessimisme par rapport au négatif, etc. Et c'est important que nos auditeurs comprennent que le positif et le négatif, c'est une valeur d'interprétation de l'instant. J'aime ou j'aime pas, je suis bien, je suis pas bien, j'aime cette émission, j'aime pas cette émission, je suis à l'aise, je suis pas à l'aise. Alors que l'optimisme, le pessimisme, c'est une valeur d'interprétation du futur. Est-ce que j'ai confiance dans le futur ou est-ce que j'ai défiance dans le futur? Et donc on sait très bien que si j'ai défiance dans le futur, ma capacité à la créativité est bridée, donc l'innovation sera bridée, alors que si j'ai confiance dans le futur, malgré tout ce qu'il se passe, malgré les guerres, malgré les difficultés économiques, etc., si je pense que moi je suis acteur de ce futur, je vais chercher les solutions et donc je vais innover pour pouvoir effectivement faire que mon entreprise progresse encore plus fort. Et si je mets, et là on va passer sur Hervé, et si je mets au cœur de mon management de la joie, alors là je vais encore booster encore plus l'optimisme, qui va encore booster encore plus la créativité, donc l'innovation. Oui, donc parlons de joie, parce que c'est dans tes cœurs des expertises, tu es Monsieur Joie. Quelle est la place de la joie dans l'optimisme? Alors, je ne sais pas si je suis Monsieur Joie, parce que je n'ai pas la prétention de posséder la joie, elle appartient à chacun d'entre nous. En fait, je dirais que la majorité d'entre nous, on sait ce qu'est la joie, dans le sens qu'on a déjà vécu de la joie, mais on ne sait pas bien la définir. Ce que je veux dire par là, c'est, comme disait tout à l'heure Jean-Philippe, la majorité d'entre nous, si je vous demande, soyez en joie à cette vitesse-là, ben vous ne savez pas le faire. Ça va dépendre de comment vous êtes, comment vous allez gérer votre état interne. Donc comprendre que nos états internes sont les états qui vont développer notre mindset, ou notre mindset va influencer notre état interne. Les deux sont en interaction en permanence. Une fois que je comprends comment on fonctionne, ce qui n'est pas évident parce que la majorité d'entre nous, on ne l'a pas appris à l'école, on ne nous apprend pas ce genre de choses. Et pour autant, moi je me suis intéressé à qu'est-ce qui fait que si je prends les peuples premiers, je prends l'ensemble des animaux qui existent ou l'ensemble du vivant qui existe sur cette planète, il y a des choses en commun qui fonctionnent exactement de la même manière. C'est ça que j'ai étudié. Et ça, je le fais vivre à des gens et à force de vivre des situations, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui reviennent. Ce qui revient, c'est que si vous êtes en joie, vous augmentez le lien avec les gens. C'est-à-dire que c'est difficile. Par exemple, on a fait un test, on met des gens dans une salle de cinéma et on a prévu des gens à des endroits très précis et on se débrouille pour mettre ensemble des gens qui ne s'aiment pas côte à côte.
D'accord? Et ils vont regarder un film ensemble. S'ils rigolent ensemble, la personne qui est juste à côté est moins l'ennemi qu'avant. Le terme utilisé habituellement, c'est moins CON ou ce que vous voulez comme adjectif. D'accord, ok? Ça veut dire que d'un seul coup, je m'aperçois que la personne que je n'aime pas, en fait, aime les mêmes choses que moi, rit des mêmes choses que moi. Et d'un seul coup, l'aptitude à discuter entre nous a augmenté. Donc pour faire simple, la joie va augmenter la capacité d'ouverture. Donc quand on innove, il y a du changement. Et quand il y a du changement, il peut y avoir un frein au changement. Le fait d'être en joie diminue ce frein au changement. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle diminue aussi le fait de vouloir être dans l'objection ou contrer les idées d'autres parce que je n'aime pas cette personne. Puisque justement, je vous ai dit, je trouve d'un seul coup la personne moins difficile à mon propos ou vis-à-vis de mes idées. Ça veut dire qu'on va regarder ensemble là où on regardait à l'opposé. En français, il y a un mot qui dit être en apposition. La majorité des systèmes dans lesquels on fonctionne sont des systèmes en opposition. Et bien, dès qu'on met en apposition, donc côte à côte, on peut regarder ensemble quelque part. La joie permet ça. Et on s'aperçoit que si on le fait ensuite avec des gens qui ne se connaissent pas, qui ne parlent pas la même langue, qui ont des difficultés à se comprendre, j'ai montré, par exemple, on fait des tests, on met des gens sur des bancs, d'accord, et qui ne parlent pas la même langue. Je les fais rire, et ils parlent entre eux. Mais ils parlent quoi? Pas la même langue, mais avec des gestes. Ils vont vouloir parler parce qu'ils veulent dire pourquoi ils ont rigolé de la même chose. Donc on facilite les processus de communication. Donc une fois qu'on a développé ça, qu'on a pris conscience de ce potentiel, maintenant comment on va manager avec ça? Ou comment on va créer du leadership avec ça? Ou comment ensuite, bien sûr, on peut après décider de mettre de l'innovation, mais naturellement on va développer de la créativité. Donc on a déjà le produit de base qui fait qu'on est ouvert à l'innovation. Donc finalement, la joie, ça fait partie, si on regarde la pyramide de Maslow, le besoin de joie et de connexion, ça fait partie des besoins de base et c'est universel. Donc, si tu regardes que dans les besoins, si on prend cette pyramide, il y a le besoin d'appartenance. Eh bien, si tu rigoles, si tu souris simplement à quelqu'un, tu t'aperçois à quel point il te sourit vite. Ouais. D'accord? Même s'il ne te connaît pas. Donc finalement, l'utilité des postes comme Happiness Manager, c'est pas inutile finalement parce que rien Alors après, de joie dans une entreprise. Je dirais simplement que c'est pas parce que tu mets un titre sur quelqu'un qui fait le taf. D'accord. D'accord, ok. Quelle est la clé alors? Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, on met des gens qui sont en charge de la qualité, et comme s'il n'y avait pas de qualité avant. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire quand on met de la qualité? C'est un travail de quotidien. C'est le Kaizen, c'est une histoire de petits pas. Donc c'est une histoire de mentalité. Si je suis persuadé que ce qui compte pour mes clients, c'est que je fasse mon travail au mieux, plutôt que je fais mon travail, ça changera les choses. Et en fait, la joie va développer, je ne vais pas rentrer dans les neurotransmetteurs, mais techniquement, on peut prouver exactement ce qui se passe dans cette émotion particulière. Et par exemple, ça sera une antidote à la peur. Donc au pessimisme potentiel. Ça sera une antidote à la colère, parce qu'on ne peut pas être en joie et en colère en même temps. On ne peut pas avoir peur et en joie en même temps. Donc super important pour les entreprises d'installer un cadre où les gens ils sont joyeux pour venir travailler. En tout cas, ça ne veut pas dire que tu dois être joyeux toute la journée. Ouais. D'accord, c'est pas ça que je propose. Mais quand on aime notre travail, on aime l'entreprise, que la marque employeur est, c'est ça. est forte. Et c'est là où moi je développe la marque employeur, optimise la marque employeur, parce que par rapport à ce que dit Hervé, en fait, le management il est assez relativement simple. On a un objectif qui va donner un résultat. Ce résultat est la conséquence d'une action. Les actions sont la conséquence de l'énergie. Et soit j'ai l'énergie basse ou une énergie élevée. L'énergie est la conséquence de mes émotions. Soit j'ai des émotions limitantes, des émotions dynamisantes. La joie fait partie des émotions dynamisantes, donc va élever le niveau énergétique, donc va me permettre d'être en action et d'atteindre mon résultat. Mais la joie, elle vient aussi de ma façon de penser. Et donc on revient sur l'optimisme. Si je suis optimiste, j'aurais du mal à aller dans... Si je suis pessimiste, j'aurais du mal à aller dans la joie. Si je suis optimiste, vision de l'avenir, j'aurai plus de facilité à aller dans la joie. Donc d'aller dans cette émotion qu'on appelle d'adhésion, qui fait qu'il va faire lever mon niveau énergétique et donc qui va me permettre effectivement d'être créatif et d'aller dans l'innovation et de faire que l'entreprise va prospérer et se dynamiser. C'est vertueux. C'est un cercle vertueux. Et justement, le côté contraire, dès l'instant où on n'a pas ce côté joie, de ce côté optimiste, si on part d'un côté pessimiste, c'est-à-dire une vision de l'avenir qui est pas folichonne, et bien du coup les gens vont se dire « Oh là, je suis en train de prendre un risque avec mon job, je risque de le perdre ». Et donc,
on va se trouver dans des situations où les gens ne veulent plus prendre de risques. Et donc, ça vient tuer la créativité et l'innovation en même temps. C'est la raison pour laquelle ce mindset de joie et d'optimisme, cette compréhension de la culture qu'on va devoir entretenir au sein de l'entreprise avec les bonnes communications et les bonnes actions de la part du management, c'est extrêmement important. Et après, c'est itératif. C'est-à-dire qu'une fois j'ai réalisé mon innovation, je renforce l'optimisme, qui renforce la joie, qui renforce l'innovation, etc. C'est Qui renforce itératif. la rentabilité. Qui renforce la rentabilité, qui renforce tout. Le tout. Voilà pourquoi les choix. Oui, Et je pense que quels sont on parle de rentabilité. Alors, qu'est-ce qu'on met sous le mot de rentabilité? Parce qu'il peut y avoir plein de manières de définir ça. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de mesurer intrinsèquement une performance entre un individu lambda et un individu dans lequel on met de la joie. Ce même individu, sans joie, et avec, maintenant je reprends le même individu, mais on le met en joie. Là, on s'aperçoit que la performance moyenne, je ne parle pas de quelqu'un surentraîné physiquement, mais même un sportif de haut niveau va pouvoir, avec la joie, on ne va pas gagner tant que ça en performance, mais on va gagner en régularité de la performance. D'accord ? Parce qu'on va s'entraîner mieux et qu'on ne va pas se blesser. Alors que pour quelqu'un qui n'est pas un sportif de haut niveau, je le montre souvent, je mets quelqu'un ici, je lui raconte une histoire triste, je mesure il va sauter, je mesure. Ensuite, je lui raconte une histoire drôle, on mesure. Il y a à peu près 30 à 50% de différence entre le triste et le joyeux. Donc, quelles sont les actions simples que le management doit mettre en place pour instaurer ce cadre joyeux, pour que les gens ils sont dans un environnement plus joyeux? C'est un travail individuel, bien sûr, mais dans l'entreprise... Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre? Tu y vas, j'y vais. Vas-y, je prends la suite. Vas-y. D'abord, tout à l'heure, tu parlais de personnes, chief officer sur le bonheur, tout ça, etc. Happiness manager. Ouais, moi, je suis opposé à ça. D'accord. Tout vient du dirigeant. Tout vient du dirigeant. C'est-à-dire que je peux avoir quelqu'un que je mets dans l'entreprise pour le bonheur, pour la joie. Si moi, dirigeant, je n'y crois pas, ça ne se passera pas. C'est comme instaurer un baby-foot ou les choses Mais ça comme sert à ça. rien. Voilà. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. C'est-à-dire que, quelle est, moi, en tant que dirigeant, la vision que j'ai de l'avenir? Souvent, quand je fais du coaching de dirigeants, je leur dis en un mot, pour vous, c'est quoi la vie? S'ils me répondent, c'est le sport, la joie, le rire, c'est différent que s'ils me répondent, c'est la guerre, c'est la menace, c'est tout ça. Et donc, par rapport au mindset du dirigeant, et donc c'est pour ça qu'on doit travailler sur le dirigeant, c'est lui qui va dire après, est-ce que moi, j'ai une responsabilité vis-à-vis de mes collaborateurs et de leur famille? Et par rapport à cette famille-là, cette responsabilité financière, de liberté et puis psychologique, qu'est-ce que je dis et qu'est-ce que je mets en place? Et derrière, c'est là où on trouve un management dont on dit aujourd'hui bienveillant, respectueux, etc., qui va faire que je vais écouter mes collaborateurs, que je vais les apprécier en tant qu'humains et que je vais surtout les respecter. Et que à partir du moment où je suis dans cet état-là, tout peut venir, je peux tout mettre en place. Mais d'abord, moi en tant que dirigeant, et j'ai été dirigeant, tu le sais, toute ma vie, et j'ai dirigé des boîtes toute ma vie, j'ai redressé des boîtes toute ma vie, j'avais toujours cette volonté de dire, je développe l'optimisme de moi-même et de mon dirigeant, et je développe la capacité d'innovation et de créativité et de participation des collaborateurs. C'est-à-dire que vous avez le droit de me parler, de me dire ce que vous voulez, dans la mesure où on fait améliorer l'entreprise. C'est tout simple, c'est que du management. Donc écoute, confiance. Écoute, confiance, respect. Respect. Confiance, respect. Avec beaucoup, pour moi, j'ai des valeurs que je développe, mais je ne saurais pas prendre la parole. L'humanisme et l'altruisme, qui sont en tant que dirigeant, comment je mets l'humanisme et l'altruisme au cœur de l'entreprise, avec l'optimisme, et là, ça fait des entreprises très, très performantes. Ouais, en joie, très optimiste. Messieurs, quelqu'un veut souhaiter rajouter Oui, Vas-y. alors, en ce qui concerne ce côté-là, moi, effectivement, quand tu parles du dirigeant qui doit être très clair de ce côté-là, moi, j'ai une mission qui, pour moi, est évidente, c'est le dirigeant ou l'équipe dirigeante doit avoir une vision claire pour l'entreprise, doit, à partir de la vision, mettre en place une stratégie et surtout que cette vision, que cette stratégie soit comprise par tout le monde. Et donc, la communication est un élément absolument critique. Je le vois par exemple aujourd'hui dans le déploiement de l'intelligence artificielle, la première chose que les gens se disent, mais l'intelligence artificielle va réduire mon emploi, voire je vais me faire remplacer par l'intelligence artificielle. Quand on arrive dans cette situation où on veut adopter l'intelligence artificielle dans une entreprise, les dirigeants doivent dire, voilà pourquoi on va l'adopter, voilà ce qui va se passer. Donc ils doivent dire ce qu'ils vont faire et ils doivent faire ce qu'ils ont dit.
Ça, c'est la confiance qui va s'instaurer grâce à ça. Et ils n'ont pas le droit à l'erreur. Parce que sinon, la confiance va complètement s'écrouler. Donc, on a, et c'est là d'ailleurs où j'interviens pour les aider, parce que quand tu as un dirigeant qui dit on va adopter l'intelligence artificielle, alors que lui-même n'est pas forcément un cadre en termes de numérique et absolument pas un cadre en termes d'IA, comment veux-tu être crédible vis-à-vis de tes collaborateurs en disant, bah voilà, on a une vision, une stratégie sur l'IA, alors que le gars, il n'y connaît rien en IA. C'est un problème. C'est la raison pour laquelle, en général, j'interviens, d'une part pour aider dans la vision et la stratégie, mais aussi pour la communication qui va être liée à l'adoption de l'intelligence artificielle. Il y a toute une série d'étapes que j'ai déterminées qui sont aujourd'hui les meilleures pratiques dans ce domaine-là et qui permettent d'arriver à avoir l'impact le plus positif qu'on puisse avoir au sein des entreprises. Donc, stratégie de dirigeants plus transparente, plus de communication et beaucoup plus de pourquoi pour que tout le monde puisse suivre et être à l'aise et être... Et la transparence et la vérité est importante parce que aujourd'hui, dans le monde de communication dans lequel on est, le dirigeant qui ne va pas être honnête avec ses troupes, ça va se savoir tout de suite. Ouais. Donc, voilà, on sait que la confiance, on met du temps à l'instaurer et qu'elle peut être détruite extrêmement rapidement. Donc, il y a un point d'attention extrêmement fort à faire de ce côté-là. Parfait. Hervé? Oui, je voulais juste rajouter sur le fait que moi, je crois beaucoup à la collaboration. Je crois que si on s'en est sorti, si on a survécu depuis la nuit des temps, c'est parce qu'on est collaboratif. On n'était pas l'animal qui court le plus vite. On n'est pas celui qui a les meilleures dents. On n'est pas celui qui a les plus grandes griffes. On ne s'en serait pas sorti si on n'avait pas collaboré. Donc les processus innovatifs, les énergies dans lesquelles on est, il faut juste accepter qu'il y a des gens qui vont être frustrés, il y a des gens qui ne vont pas aller bien, il y a des gens qui seront malades, il y a des gens qui seront en dépression. Tout ça, c'est vrai. Et on ne peut pas supprimer ça. C'est inhérent à la vie. Mais pour autant, si on met des processus collaboratifs en œuvre, si on met de l'intelligence collective en œuvre, et bien sûr avec la nécessité que l'ensemble de la direction soit partie prenante de ces processus, sans être pour autant, comme tu le disais, des experts en tout. Il faut des gens qui vont les aider parce qu'ils ont besoin de ça. Mais c'est le seul moyen pour moi qu'on passe je ne sais pas quoi, le 22e siècle, ou j'en sais rien où on en sera, vis-à-vis des challenges qu'on a tous aujourd'hui. Et l'IA en fait partie. Mais si, par exemple, pour moi, l'optimisme, c'est aussi d'oser l'utopie. Oui. Plutôt que d'oser la dystopie. Oui. Tu vois, parce que quand tu regardes, tous les films qui sortent sont obligatoirement sur des choses, enfin tous, la grande majorité sont sur des choses négatives. Mais ça ne donne pas envie. Je dirais qu'on a besoin de Jules Verne. On a besoin de gens qui voient avant l'heure ce que pourrait être notre monde demain. Et c'est parce qu'ils y ont cru fortement que ces mondes existent. On a besoin de Petit Prince. On a besoin de, tu vois, on a besoin de toutes l'épopée des grands avionneurs et des gens qui ont, et des pilotes d'aviation, qu'ils soient français ou autres, d'accord. On peut prendre celui de Saint-Exupéry, mais voilà, des gens qui nous ont fait rêver. Parce que sans ce rêve, sans cette admiration, hein, souvent la difficulté, vous le savez, quand on est dirigeant, c'est de voir grand, c'est d'oser voir grand pour que d'autres rentrent dans mon bateau. Sinon, je suis tout seul dans mon kayak, je ne ferai pas grand-chose. Donc le but, c'est d'oser voir grand, et c'est cette capacité de rêve forte d'avoir des gens que tu peux admirer qui fait que demain, tu auras envie toi-même de proposer d'autres choses. Voilà, je dirais juste ça. Et puis s'ils sont en confiance en vous, bah, il peut embarquer dans ce bateau, il peut aller loin parce qu'il sait... Mais ce que disent Hervé et Philippe, c'est-à-dire c'est aussi la capacité à accepter l'échec. Cette capacité-là de dire c'est pas grave, je voulais un résultat, j'ai un autre résultat, j'ai cet autre résultat, et on continue parce que mon projet est un projet fort, est un projet innovant, est un projet qui va changer les choses. On vise le progrès et pas la perfection, on est agile, on est capable de contourner ce qui n'était pas exactement prévu. Et c'est ce qui est effectivement important dans le domaine de l'innovation. Dans l'innovation, c'est pas un chemin, c'est pas une ligne droite. Rien ne marche parfaitement du premier coup. Donc, on est obligé de s'adapter, d'être agile, d'être adaptatif en permanence. Donc, alors, pour moi, la définition de l'échec, c'est quand on fait quelque chose dont on n'apprend rien. Donc ça, c'est pour moi la définition pure de l'échec. Ah, j'en ai une deuxième. La deuxième définition de l'échec, c'est quand on n'a même pas essayé. Ah oui. D'accord. Pour moi, la définition, c'est peut-être un diplôme. Et donc quand on innove, on sait que ça ne va pas se passer comme prévu. Et donc, si on attend, comme la plupart de certains dirigeants,
attendre qu'on soit dans le zéro risque, zéro défaut sur l'innovation. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. L'innovation, c'est quelque chose qui va être itératif et qui va avoir son lot à la fois de déception parce que ça ne marche pas comme prévu, en même temps de bouffée d'optimisme parce que brusquement on découvre quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Donc il faut être prêt à naviguer dans cet océan qui est cet océan de vagues qui vont nous emmener, nous porter et quelquefois nous faire tomber dans des creux. Mais on sait qu'on va naviguer l'océan, on va aller au-delà de l'horizon. C'est ça qui nous intéresse. Oui, c'est ça. Cette capacité d'accepter d'être humain, tout simplement parce qu'on est imparfait par design, mais c'est parce qu'on a pu affronter tous ces échecs qu'on a pu continuer à avancer. Mais d'avoir la volonté de changer le monde. On le change dans son entreprise, on le change dans sa famille, on le change dans des associations, mais d'avoir cette volonté-là, c'est ça l'optimisme, qui apporte la joie, qui apporte l'innovation. Oui, parfait, d'être des grands visionnaires. Eh bien, messieurs, j'étais ravie d'avoir cet échange avec vous. Ça s'est passé vite. Et l'intérêt de ces LinkedIn Live, c'est de vous donner un peu de snack content, 20 minutes de valeur, des idées qui peut peut-être changer la manière que vous réfléchir dans vos idées. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez contacter ces trois messieurs brillants pour avoir plus de détails sur leur workshop, leur conférence, leur coaching, tout ce qu'ils font, parce qu'ils font un million de choses différentes. Donc, vous pouvez les contacter via LinkedIn, bien sûr, pour savoir quelle est la meilleure conférence qui est adaptée pour ce que vous faites. Parce que Jean-Philippe, par exemple, il en fait 7. J'ai 7 conférences, j'en ai 3 plus fortes que d'autres, Hervé aussi, Philippe aussi. Et c'est vrai qu'on a la conférence adaptée à la problématique actuelle du client. Ouais. Mais toujours chacun dans son ADN. Moi, c'est l'optimisme et le management, optimisme et le leadership. Et donc, je vais rester là-dedans. Hervé, c'est la joie, c'est la performance, c'est le leadership. Et Philippe, c'est l'innovation, l'intelligence innovationnelle. Chacun va être dans son domaine, mais on va apporter notre but. Le but d'un conférencier, c'est d'apporter des forces de la performance à l'entreprise. Et non seulement des conférences, mais des livres. Philippe vient de sortir un nouveau livre. Oui, ça va sortir en mars. Ça va sortir, oui. Ça va sortir en mars en français. Innover ou agoniser, c'est vous qui voyez. Oui, alors c'est le titre de ma conférence phare d'ailleurs. Donc en fait, on a beaucoup réfléchi avec Duno pour savoir quel titre on allait prendre. Et puis on a fait voter un petit peu le public, en fait. Ce qui est ressorti, c'était le titre de ma conférence phare. C'est marrant. Super, Et donc, il va être publié aussi en anglais, puisque comme vous le savez, je passe la moitié de ma vie aux États-Unis. Tu es conférencier international, et avec donc, une vie à mi-temps sur chaque continent. Voilà, donc du coup, je dois gérer mon temps, effectivement, entre les deux continents. Et donc, dans mes actus, justement, maintenant, j'ai un agent pour l'Amérique du Nord. Ça, alors, c'est important. C'est important d'avoir un agent pour moi sur les deux continents. Pourquoi ? Parce que quand un client appelle, il faut répondre en temps réel. Et quand tu as 6 heures de décalage, d'un côté ou de l'autre, c'est un vrai problème. Donc j'ai besoin d'être représenté des deux côtés sur les deux continents. Donc si vous cherchez quelqu'un qui peut intervenir aussi en Amérique du Nord pour votre filière, vous pouvez contacter Philippe sur les sujets d'innovation. Hervé Franceschi également, conférencier international. Tu as un livre qui est sorti récemment, Mission Joie, chez Trade Daniel en septembre. C'est ça. Oui. Et je lance une activité sur l'Asie, donc voilà. Philippe, il est plutôt sur les États-Unis, moi je suis plutôt sur l'Asie. Parfait, comme ça le monde est voilà, donc où je suis régulièrement. Et je dirais que ce qui est intéressant, c'est de voir que même si on n'a pas la même manière d'aborder les choses suivant les pays, mais si on parle d'innovation, si on parle de changement, c'est des pays qui bougent beaucoup. Et moi, je trouve que c'est intéressant de voir à la fois des pays qui étaient, il n'y a pas si longtemps, en voie de développement et qui sont en train de nous dépasser largement, si ce n'est pas déjà le cas sur certains sujets. Et je pense que j'aime bien aussi me confronter à d'autres cultures, d'autres manières de penser, d'autres manières de voir, pour qu'on puisse... je dirais, s'apporter mutuellement. Voilà. S'enrichir, super. Voilà. Et sinon, j'ai un podcast qui s'appelle La Traversée. Je vous invite à aller écouter. Il y a déjà 70 interviews
qui ont été faites et qui sont aussi bien des sportifs de niveau que des entrepreneurs, que des gens qui ont fait des choses extraordinaires ou que des artistes. Et en quoi, eux, ils entreprennent, comment ils entreprennent, comment se sont passées leurs traversées. Donc des fois, c'est des traversées difficiles, mais des fois, c'est des traversées extraordinaires. Et c'est difficile de vouloir inspirer tout le monde avec une seule manière de faire. Donc l'intérêt d'avoir 70 par exemple aujourd'hui, et puis il y en aura 100 ou 150 demain, ça permettra de comprendre aux gens qu'est-ce que c'est que entreprendre, et ce n'est pas obligatoirement d'avoir une entreprise. Oui, et étant ancienne sportive de haut niveau, c'était, j'imagine, c'était des sujets qui oui, sont passionnants pour... En fait, qu'est-ce qu'on fait après qu'on soit sportif de haut niveau? C'est aussi intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'on est devenu un artiste, je ne sais pas, reconnu? Qu'est-ce qui fait que on fait des choses qui sont un peu dingues? Je pense que il y a des conférenciers, par exemple, qui n'est pas là, qui s'appelle Pierre Massalski, qui a traversé l'Atlantique à la rame. Qu'est-ce qui fait qu'on décide de faire 500 000 coups de rame avec chaque bras? Voilà, c'est... Oui, incroyable. Donc, ça doit être passionnant d'écouter ce podcast. Et il faut savoir que ces 3 conférenciers-là, ça fait des années qu'ils pratiquent le métier de conférence. Ils ont des centaines et des centaines de conférences déjà d'années. Mais l'Association française des conférenciers professionnels accueille également les personnes qui souhaitent devenir conférenciers ou qui sont conférenciers débutants. Et l'avantage de venir à cette association, c'est que vous pouvez bénéficier de les expériences et des expertises des conférenciers qui sont déjà établis, qui donnent déjà des conférences depuis un certain temps. Nous avons des workshops, des masterclass, vous pouvez faire des conférences tests, des expériences comme aujourd'hui, cette LinkedIn Live. Donc c'est une très belle association pour découvrir le métier de conférencier et de maître de cérémonie. Et également, c'est géré, je dirais, par Jean-Philippe comme une entreprise collaborative parce qu'il y a des comités pour les différentes fonctions au sein de la RCP et chaque comité est autonome de proposer des initiatives de autogérer et c'est une belle collaboration. Nous sommes dans une collaboration, pas dans une compétition, c'est une grande famille. Donc si vous voulez venir nous découvrir, je peux vous recommander hautement. La prochaine journée mensuelle ici au Théâtre Beau serait le 13 décembre et nous avons également notre convention annuelle Elevate avec beaucoup de conférenciers de haut niveau le 28 février et 1er mars. Donc, ce sera un bel événement à assister également pour les conférenciers, pour les chefs d'entreprise, pour tout le monde en fait. Donc, c'était un plaisir, messieurs, de faire ce LinkedIn Live avec vous. Et je pense qu'on va continuer ce format tous les mois. Il y aura des nouveaux conférenciers. Mais ce ne sera pas les mêmes. C'était un bel baptême. Et donc, merci d'avoir assisté sur LinkedIn Live avec nous. On vous souhaite un excellent après-midi et très bon week-end. Très bon week-end. Merci. Merci.